Mesdames, Messieurs, je vous propose qu'on reprenne nos débats. On va parler cet après-midi d'environnement et on va surtout essayer de voir de quelle manière les perturbations et les conséquences des modifications de l'environnement vont avoir une influence dans notre assiette, alors demain, mais sensiblement dès aujourd'hui. Pour parler de tout cela, on va avoir plusieurs invités, on va faire en deux fois. On est déjà un premier cru, on va appeler ça comme ça. À mes côtés, Chloé Blandin, conseillère métropolitaine du Grand Nancy en charge des questions d'alimentation. Michel Fick, qui est professeur des universités à l'Université de Lorraine. Colline Grandjean, qui représente les eaux Thonon, Vals et Châteldon. Et enfin, Elisabeth Vallée, la directrice d'éthique Océan. Merci à tous les quatre déjà d'être présents parmi nous. On va peut-être commencer par parler un petit peu d'eau. On en a déjà parlé hier, mais on va recommencer un petit peu cet après-midi. Évidemment, l'eau est au cœur finalement des débats aujourd'hui. Elle le sera encore plus demain, et notamment avec des conséquences déjà dans ces dérèglements. Je crois que, Michel, vous allez peut-être commencer le débat. J'ai un micro juste là, si vous voulez. Hop, voilà. Il me semble qu'il y a déjà des perturbations finalement sur l'eau à différentes échelles qui sont palpables et qui le seront encore plus demain avec des perturbations très fortes. Vous confirmez cela ? Oui, c'est certain. On assiste tous les jours aux manifestations du dérèglement climatique. Vous connaissez sans doute le GIEC, c'est le groupe international d'experts sur le climat, qui ont fait des projections sur les 50 prochaines années. Et ce qu'on commence à entrevoir aujourd'hui sera sans doute encore amplifié d'ici la fin du siècle. Avec pour nos régions, alors si je prends l'échelle nationale, il y aura des endroits où il fera extrêmement sec. Alors bien sûr le sud de la France, mais également la côte atlantique, où on va subir des problèmes de sécheresse relativement intenses. Et puis dans une zone plutôt Grand Est, nord de la France, là on aura sans doute un peu plus de précipitations, bien sûr une élévation de température, mais surtout des précipitations qui seront beaucoup plus mal réparties entre les saisons, avec des saisons très très humides, comme on les connaît déjà, mais de manière amplifiée, et puis des périodes beaucoup plus sèches, période estivale notamment, avec beaucoup plus de canicules, et puis donc beaucoup de problèmes d'acheminement et puis d'utilisation de l'eau, puisqu'elle deviendra une denrée rare. Donc on a ce problème effectivement à entrevoir, et il va falloir effectivement qu'on s'adapte à ce qui va nous arriver. Tout ce que je dis là est quelque chose qui a été déjà démontré par le GIEC il y a 30 ans, et on sent que les tendances vont suivre, et donc ce ne sera pas une surprise, si vous voulez, lorsqu'on aura à subir ces dérèglements. Simplement, il faut s'y préparer. S'y préparer, anticiper et peut-être prélever aussi de manière raisonnée. Je crois que c'est ce que vous faites au sein du groupement des eaux. Hop, je vous passe les micros, voilà. Colline, vous pouvez peut-être nous en dire quelques mots ? Oui, nous, donc forcément, en tant qu'industriels dans l'eau minérale, nous, c'est essentiel de préserver la ressource. Ça passe par préserver l'environnement de la ressource, à la fois avec des achats des terres foncières autour des ressources, des échanges avec les agriculteurs pour éviter les pesticides, avoir des intrants bio, vraiment protéger les alentours, et aussi, comme on le disait, les prélèvements responsables. Donc on a de toute façon l'ARS qui nous donne des autorisations pour une certaine quantité. On ne peut pas prélever plus que ce que la nature renouvelle. Et en plus, nous, ce qu'on choisit de faire, c'est de prélever moins que cette autorisation pour s'assurer d'un bon renouvellement de la source et ainsi protéger la ressource. Quand on pense à l'eau, on pense aussi, évidemment, si on fait un lien avec les maîtres restaurateurs, on pense aux bouteilles. Alors si dans les restaurants, c'est bien souvent du verre, il y a aussi la question du plastique. Là aussi, qu'est-ce que vous faites concrètement ? Alors concrètement, sur le verre, aujourd'hui, on est vraiment sur du verre recyclable parce que aujourd'hui, la consigne, c'est compliqué à mettre en place. Et sur tout ce qui est partie plastique, l'entreprise Sosalma a ses propres usines de recyclage. Donc aujourd'hui, elle recycle autant de bouteilles qu'elle met sur le marché grâce à 3 usines de recyclage qui sont une dans la région de Saint-Thior, une dans le nord de la France et une en Belgique. Et donc ça nous permet de garantir aussi le cycle de la bouteille. On met aussi du plastique recyclé dans les bouteilles pour éviter d'ajouter encore plus de plastique sur la terre. Donc, ouais. Et forcément, quand on pense plastique, on pense pollution, on pense océan. Elisabeth Vallée, vous voyez très bien vers quoi je veux aller. La pollution des océans,
l'impact aussi sur les ressources, forcément, c'est un sujet d'aujourd'hui, mais encore plus de demain, j'imagine. Oui, un sujet qui s'accélère. La principale source de la pollution des océans, c'est nos activités terrestres. Et tout ce que l'on jette à l'océan, de toute façon, nous revient un jour ou l'autre, et nous revient particulièrement dans nos assiettes, puisque les poissons ne font pas vraiment la différence. Et là, c'est un sujet, malheureusement, qui occupe beaucoup les médias. On est de plus en plus conscient que les poissons, tous les produits de la mer que nous consommons sont concernés en direct par sa pollution. Donc oui, il faut agir, il faut absolument que la prise de conscience soit à la hauteur de ce désastre annoncé. Donc il y a beaucoup à faire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire consommer différemment, en choisissant des produits qui sont peut-être d'une manière plus raisonnée, qui sont issus de territoires où le renouvellement est plus fort, peut-être? Alors là, on touche à un autre sujet, parce que la pollution concerne en fait tous les animaux que l'on consomme. Alors, il y a des poissons qui sont plus sensibles à la pollution que d'autres. Donc c'est là aussi où il y a des recommandations des agences sanitaires sur certains poissons gras, notamment pour éviter cette consommation chez les femmes enceintes et les enfants en bas âge, puisqu'on sait que les métaux lourds peuvent impacter énormément le développement du cerveau. Mais si ces recommandations sont très importantes pour les femmes enceintes et les enfants, ces publics cibles, c'est aussi, ça concerne toute la population, le reste de la population qui est aussi impactés par ces polluants. Donc ça, c'est une chose. Mais l'état de la ressource est davantage lié aux enjeux de la surpêche et de nos pratiques de pêche, les pratiques de la limitation que l'on peut porter aux captures, que ce soit au niveau européen, au niveau mondial. On est dans une situation assez dramatique. Il y a plus de 37% des ressources qui sont surexploitées au niveau mondial. Dans les eaux européennes, il y a des progrès qui ont été faits ces dernières années, mais il reste beaucoup encore à faire. Et le problème de base, c'est que la réglementation, que ce soit la réglementation européenne ou la réglementation internationale, autorise d'emblée la surpêche de certaines ressources. Normalement, les limites de capture, ce qu'on appelle les quotas de pêche, doivent suivre les recommandations des scientifiques qui évaluent l'état des ressources chaque année et qui établissent des recommandations pour les gestionnaires, et notamment les ministères de la pêche qui décident des quotas pour l'année suivante. Et depuis des décennies, régulièrement, ces quotas, ces limites de pêche sont supérieures aux recommandations scientifiques. Donc d'emblée, la réglementation autorise la surpêche et autorise aussi l'utilisation d'engins impactant énormément les écosystèmes. Donc c'est pour ça qu'au sein de notre association, Éthique Océan travaille avec l'ensemble des acteurs de la filière, pêche et aquaculture, et notamment les restaurateurs, qui ont un rôle clé à jouer dans le choix des espèces qu'ils achètent pour les proposer aux consommateurs. On estime que ce n'est pas forcément aux consommateurs de faire le choix entre une espèce qui est durable, qui se porte bien, et une espèce qui pourrait être en danger. Et l'information n'est pas toujours facile à décrypter pour le consommateur. Et donc, tout comme les professionnels ont ce rôle à jouer de fournir un produit qui est sain en termes de qualité sanitaire, si possible bon, eh bien, est-ce que ce n'est pas à cette chaîne de professionnels qui ont accès à l'information des scientifiques de faire en sorte qu'ils s'approvisionnent durablement pour qu'in fine, le consommateur ait accès uniquement à des animaux qui ne sont pas en danger? Très bien, ça veut dire aussi qu'il faut tendre vers de nouvelles formes d'agriculture, Michel, par exemple? Oui, sans aucun... Ça marche, oui. Oui, sans aucun doute. Je pense qu'on va avoir de toute façon un problème de disponibilité de l'eau et de partage de cette eau entre différents usages. Ça, c'est un point extrêmement important, parce qu'aujourd'hui, l'agriculture consomme un peu plus de 50% de notre eau au niveau national, et elle partage cette eau avec les collectivités, pour à peu près 30%, et puis le secteur industriel. Et donc déjà, le premier point, c'est comment arriver à un partage équitable de l'eau entre ces différents usages. Donc ça, c'est un élément très important. Ensuite, effectivement, on va devoir orienter peut-être un peu différemment notre agriculture.
et en commençant peut-être par des variétés plus résistantes à l'augmentation des températures, à la sécheresse. Je vais juste citer deux programmes qui ont commencé il y a longtemps. Au niveau national, le programme Breed Wheat, qui a été un programme qui a été organisé par l'INRAE de 2011 à 2021 sur 1800 variétés de blé issues d'une centaine de pays, de manière à pouvoir identifier les variétés qui étaient les plus résistantes par rapport à ces problèmes de sécheresse. Et nous aurons les premiers résultats de ces études sous forme de nouvelles variétés d'ici 2027-2028. Vous voyez, il faut 15 ans, à peu près, pour arriver à quelque chose. Et puis un programme s'appelle Soleil au niveau européen, où là on est sur une dizaine de pays européens, sur tout un tas de plantes, pas uniquement le blé, mais il y a d'autres espèces également. Et là aussi, il n'y a qu'une volonté d'aller chercher celles qui sont les plus résistantes. Ça, c'est le premier point. Je vous laisse encore un peu de temps pour développer. Deuxième élément, c'est changer un peu le mode de culture. On est sur une agriculture conventionnelle. Il faut sans doute qu'on envisage d'autres voies. Donc il y a l'agroécologie, qui n'est pas applicable partout, mais quand même des éléments extrêmement importants, et notamment ce qu'on appelle l'agriculture de conservation des sols. C'est-à-dire au lieu de labourer, comme on le fait habituellement, laissons le sol tel quel, recouvrant le sol de matière organique, de plantes, et de manière à encourager la vie du sol. Et on démontre des choses assez extraordinaires sur la capacité de ces sols non labourés à faire renaître la vie, beaucoup plus de lombriques, beaucoup plus de bactéries dans ces sols. Et avec cette couverture végétale incessante, par rapport à la problématique de l'eau, une possibilité d'infiltration de l'eau beaucoup plus importante. Et donc on crée une porosité dans le sol qui est nécessaire à la conservation de l'eau. Un autre élément important aussi, c'est peut-être changer carrément nos espèces, c'est-à-dire qu'on est sur une agriculture avec la polyculture élevage dans le Grand Est par exemple, et peut-être qu'on doit envisager d'autres types de culture. Je pense notamment aux protéagineuses par exemple, qui résistent beaucoup plus à la sécheresse et qui permettent de produire des protéines végétales. On sait que l'avenir va être sans doute dans un autre équilibre entre la protéine animale et la protéine végétale, et la créer de la protéine végétale sur les territoires, ça peut être un élément aussi important pour résister à la sécheresse. Et puis, deux derniers éléments. La recherche a également conduit à la découverte de nouvelles molécules. Donc ce sont des phytostérols, c'est des molécules tout à fait naturelles, c'est pas du tout trafiqué. Et ces phytostérols, lorsque vous les aspergez, les plantes de ces molécules, on a deux effets qui sont très intéressants par rapport à la problématique de l'eau. C'est qu'il y a un développement racinaire plus important, donc la racine va beaucoup plus profond dans le sol et donc va aller chercher de l'eau plus facilement. Et puis, ces molécules permettent également à la plante de un dégagement d'eau évaporée beaucoup plus faible. Et donc, une rétention d'eau de la plante beaucoup plus importante. De ce fait, on arrive à mieux résister à des fortes chaleurs et à des problèmes de sécheresse. Puis, dernier élément, il y a la biologie moléculaire. Vous avez entendu parler d'OGM. Donc, il y a les OGM qu'on n'utilise pas en France et en Europe, ce qu'on appelle des plantes transgéniques, où on va coller un gène d'une autre espèce dans un végétal, et ça permet à la plante de résister par exemple à l'utilisation d'herbicides comme le glyphosate, le Roundup, pour ceux qui connaissent la marque. Ça, c'est interdit en Europe. En revanche, il y a une nouvelle technologie qui apparaît, qui permet non pas d'intégrer un gène extérieur dans la plante, mais de remodeler le gène à l'intérieur même de la plante. Et donc, c'est d'amplifier en fait ce qui se fait naturellement dans la nature, mais de manière à cibler sur certains gènes, et notamment sur les gènes, il y en a 20, de résistance au stress hydrique. Donc voilà, il y a toute une panoplie de possibilités pour pouvoir s'adapter. Vous voyez, ça va aller chercher des plantes beaucoup plus résistantes, aller travailler sur le gène pour arriver à continuer à produire aussi bien les végétaux que les animaux qui serviront de notre alimentation pour demain. Voilà. Avant de parler justement d'alimentation avec Chloé Blandin et les initiatives que peuvent porter aussi les collectivités, Elisabeth, peut-être un lien avec ce que disait Michel Fick sur s'adapter, aller chercher de nouvelles formes, peut-être se concentrer sur certaines espèces plutôt que d'autres par rapport aux ressources. Vous nous l'avez expliqué un petit peu hier, mais tout le monde n'était pas là. Sur se dire certaines espèces de poissons, il faut
presque les oublier, les abandonner parce qu'elles sont en danger, se concentrer sur d'autres et être aussi pour le restaurateur et le consommateur plus curieux, plus interrogatif aussi sur la provenance et sur l'histoire finalement de l'espèce? Oui, par rapport à l'état des ressources, en fait, sur base des données scientifiques, on connaît, pour les principales espèces consommées, on connaît l'état des différentes populations. Pour une même espèce, il peut y avoir différentes populations. Certaines peuvent se porter bien et d'autres peuvent être surexploitées et en danger. Donc en fait, ce qui est important pour tout acheteur en produits de la mer et notamment les acheteurs professionnels, c'est de vérifier les principaux critères de durabilité. Je pense que c'est à cela que vous faites allusion. C'est déjà bien vérifier la provenance précise du poisson qu'on achète, poisson, crustacés, mollusques, et pouvoir vérifier ainsi, en fonction de la provenance, l'état de la population. C'est notre travail. On édite ce genre d'ouvrage qui est le guide des espèces à l'usage des professionnels, où on compile toutes les données scientifiques et sur base de ces données scientifiques, on établit des recommandations d'achat et on oriente les restaurateurs et tout autre acheteur professionnel vers les populations qui se portent bien. Donc l'état du stock est le premier critère à vérifier. Il y a également après les engins de pêche. Il y a des engins qui sont plus impactants que d'autres sur les écosystèmes, donc c'est important de s'orienter vers les engins les moins impactants. Et puis il y a aussi un critère très important, c'est la taille de maturité des animaux. La plupart des espèces que nous commercialisons sont soumises à une taille légale de commercialisation. Et le problème, c'est que cette taille légale de commercialisation est souvent très inférieure à la taille de maturité sexuelle, ce qui veut dire que l'on capture et que l'on commercialise en toute légalité des animaux qui n'ont jamais eu le temps de se reproduire. Donc dans un contexte de raréfaction des ressources, ça pose souci. Donc voilà, état du stock, technique de pêche, taille de maturité, ce sont vraiment les trois critères principaux. On peut en rajouter d'autres, mais ce sont vraiment les trois critères principaux à vérifier avant d'acheter un poisson sauvage. Et puis pour les poissons d'élevage, il y a les conditions de production qui sont importantes aussi à vérifier, parce que l'élevage présente également d'autres enjeux. Peut-être poursuivre avec vous, Chloé Blandin, vous êtes adjointe au maire, mais aussi conseillère métropolitaine sur le sujet de l'alimentation. L'alimentation au sens large du terme a été une des thématiques qui a été mise en avant, on va dire, politiquement sur ces dernières années sur le territoire, avec, on le sait, l'enjeu sociétal évidemment, l'enjeu éducatif, mais aussi l'enjeu de santé. Et puis vous avez souhaité, au sein de ce territoire, mettre en place différentes initiatives, j'imagine que vous allez nous en parler, et avec aussi l'idée d'un Rungis local. C'est quelque chose qui a été dit et redit, qui a suscité un intérêt et de la population, mais aussi des professionnels. Peut-être nous éclairer un petit peu sur ce sujet-là et puis plus généralement sur la politique d'alimentation sur le territoire? Oui, alors effectivement, déjà comme vous le dites, on a en tant que collectivité territoriale un rôle important à jouer, je crois, en matière d'alimentation et de sécurité alimentaire. Déjà à l'échelle locale, c'est-à-dire au sein d'une collectivité comme une commune, comme vous l'avez rappelé, dans les écoles. Je crois que c'est le premier lieu et moi je me suis attachée à travailler vraiment sur les écoles, sur les cantines, alors déjà l'approvisionnement dans les cantines, c'est une première chose, mais aussi la pédagogie, d'expliquer aux enfants pourquoi est-ce qu'on doit respecter la saisonnalité, pourquoi est-ce qu'il y a certains poissons, justement, peut-être qu'on ne mangera pas à la cantine. Ça, c'est quelque chose qui est important. Je crois qu'il faut, notre rôle, c'est de l'apprendre dès le plus jeune âge. Puis après, ça arrive aussi chez les parents qui ne sont peut-être pas sensibilisés à ces sujets-là, donc c'est important. Et puis effectivement, on a aussi au sein de la métropole cette fois des projets plus structurants, donc notamment ce sujet qu'on a appelé Rungis local, mais qui va être un marché d'intérêt local, qui est un projet plus structurant, qui répond à plusieurs enjeux, notamment déjà qui sera une plateforme logistique, à la fois physique, numérique, dont l'enjeu est de rapprocher les producteurs locaux et les professionnels de l'alimentation, de la restauration, le consommateur de la restauration hors domicile, qu'il soit privé ou qu'il soit public, pour créer ce lieu de commercialisation de produits locaux, de cette plateforme dont je disais à la fois logistique physique et numérique. Et puis aussi d'y adosser, et c'est important parce qu'on sait que ce
qui est important, c'est aussi d'avoir une commande, d'avoir une demande pour les producteurs, une cuisine centrale métropolitaine qui sera probablement en régie et qui permettra d'alimenter les cantines scolaires des communes de la métropole qui le souhaitent, qui ont porté un intérêt pour ce projet et qui pourront donc être approvisionnées par le biais de cette cuisine centrale qui sera adossée au marché d'intérêt local. Voilà, donc on sent aussi qu'il y a une dynamique autour de ces sujets, effectivement, et en tant que collectivité, on peut être le pivot facilitateur dans ces sujets-là. Alors, ce n'est pas la métropole qui porte tout, mais c'est au sein du PAD Sud 54, avec le département, avec la région aussi, parce que quand on parle de produits locaux, on ne va pas s'arrêter bien sûr à la métropole, mais ni même au département. Il faut pouvoir avoir un approvisionnement qui est important et surtout de qualité. Vous avez senti que ce besoin de structurer, on va dire d'une manière générale, c'était aussi une demande des habitants, des différents publics aussi que vous pouvez croiser dans les écoles, vous parliez des parents d'élèves, mais aussi peut-être sur les professionnels aussi, qui peuvent aussi parfois avoir des barrières à ne pas connaître ou ne pas forcément comment entrer en lien avec le producteur local qui va peut-être avoir de la marchandise à fournir. Ça, vous avez senti qu'il y avait une demande là-dessus ? Alors, on sent qu'il y a une demande d'approvisionnement en produits de qualité, effectivement. Après, beaucoup ont déjà leur réseau, leur filière et leurs approvisionnements, mais ça va permettre d'avoir des lieux comme celui-là, de pouvoir diversifier les produits et puis pourquoi pas structurer les filières et travailler pour les agriculteurs, pour les producteurs et vraiment faire le lien entre le consommateur et le producteur. Michel Fick, structurer aussi de cette manière, aller porter des initiatives, des innovations, c'est aussi la clé pour un meilleur usage et une meilleure gestion des ressources demain ? Alors, il est clair que l'innovation est importante, essentielle, mais en amont, je dirais qu'il faut déjà une réflexion politique. Et donc il faut prendre des décisions, et ça c'est le rôle du politique. Et puis il y a aussi à sans doute éduquer le consommateur à davantage de sobriété. Je crois que c'est extrêmement important. Et derrière, la technologie suivra. Mais l'innovation n'est pas en tête de gondole. Donc, je crois que c'est dans ce sens-là que ça doit aller. Donc déjà une réflexion politique et des décisions qui vont dans le bon sens. Ensuite, il faut que le consommateur suive, le consommateur citoyen suive, et derrière, on pourra faire ce qu'on voudra. On évoquera peut-être le problème de l'eau recyclée. La technologie, elle peut tout faire. Simplement, ça a un certain coût, et il faut pour ça qu'il y ait en amont des décisions qui soient prises. Allez-y, si vous voulez expliciter sur, si vous sur voulez, les eaux usées. Il faut me lancer là-dessus, oui. Bah oui. C'est une innovation de demain, c'est ça ? Non, c'est pas. Enfin, oui et non. C'est que dans les endroits où on manque d'eau, donc on a vu qu'il y avait des possibilités d'orienter différemment l'agriculture pour réduire notre consommation. Puis il y a des endroits où il n'y a vraiment pas d'eau, et donc il faut trouver d'autres solutions. Et il y a une méthode, un moyen qui commence à avoir beaucoup de succès ces dernières années, c'est ce qu'on appelle la réutilisation des eaux usées. Alors c'est avec des polémiques qui sont associées. Il faut peut-être recadrer tout ça parce que c'est effectivement très important de savoir ce qu'on fait. En réutilisation des eaux usées, on est très très loin en France de ce qui se passe en Espagne. Et en Israël pour les plus grands fervents de cette technologie. En France, on est à moins de 1% de réutilisation des eaux usées. En Israël, on est à 80%. Vous voyez qu'il y a une marge très importante. Et je vais peut-être juste vous donner un exemple très concret, c'est Singapour. Singapour, c'est 8 personnes au mètre carré. 8 personnes au mètre carré. Donc tout est en hauteur. Et avec un approvisionnement d'eau qui est limité à un contrat, enfin il y a 10 ans, un contrat avec la Malaisie. Donc c'est la Malaisie qui a amené en fait l'eau potable à Singapour. Et ils ont décidé de lancer justement des innovations, donc en prenant une décision forte et de lancer des innovations, premièrement sur le dessalement de l'eau de mer,
Vous connaissez la technologie, ça se fait un peu partout. On aurait bien besoin à Mayotte quand on a connu les événements il y a quelques semaines, quelques mois. Et puis de recycler les eaux usées, c'est-à-dire ce qu'ils ont appelé c'est from toilet to tap water, c'est-à-dire comment on passe de l'eau des toilettes à de l'eau potable. Et donc technologiquement, comme je disais, ça ne pose aucune difficulté. Il y a une dizaine d'opérations et on passe d'une eau sale à une eau potable. Simplement, psychologiquement, il y a des freins. Et à Singapour, il y a eu une campagne de communication extrêmement poussée, ce qui fait que c'est devenu une fierté nationale. On est passé d'un effet Burke, quand on vous dit vous allez boire l'eau des toilettes, c'est pas terrible, à une fierté nationale, parce qu'on a démontré, on a montré, et on a éduqué la population pour que ça aille dans le bon sens. Et cette technologie, elle est appliquée aujourd'hui en France de plus en plus. On a 200 projets de cette nature en France, dans le domaine agricole, forestier, voire industriel. Et je vais vous donner 2 exemples très concrets sur les Sables d'Olonne. Donc le Sable d'Olonne, c'est une station balnéaire, il n'y a pas grand monde en hiver, et puis il y a plein de monde en été, donc on a un problème d'approvisionnement en eau potable, mais également en eau pour l'agriculture à ce moment-là, parce que c'est quand même en été qu'on a le besoin d'eau. Et donc ce qui a été imaginé, qui sera mis en place en 2027, oui, c'est dans 2 ans, c'est que dans ce qu'on appelle le petit cycle de l'eau, c'est-à-dire l'eau est prélevée dans un bassin, elle est rendue potable, elle est utilisée et après traitement rejetée dans la mer. Ça, c'est le circuit habituel sur les Sables d'Olonne. Donc 25% de l'eau qui était rejetée à la mer va être recyclée, traitée sommairement, va passer par une structure végétalisée et va être réinjectée dans le bassin dans lequel on puise l'eau potable. Donc on va effectivement avoir 25% d'eau de toilette traité qui va être recyclé en eau potable. C'est un élément important, c'est la première fois que ça se fait en France. Et un autre exemple là sur l'agriculture, c'est à Gruissant. Il y a un vignoble à Gruissant, donc on est sur une zone extrêmement aride et sèche dans le sud de la France. Et là, c'est à côté de Narbonne. Et là aussi, on va récupérer l'eau, et ça marche, cette fois-ci, c'est quelque chose qui est fonctionnel. On récupère l'eau à la station d'épuration de Narbonne, plage. Elle est traitée sommairement et recyclée dans les vignobles. Et outre l'apport en eau, donc nécessaire pour la croissance de la plante, on amène du phosphore, du phosphore, de l'azote et du potassium, voilà, c'est ça, à la plante. Donc on amène de l'eau, des éléments minéraux, donc on limite la quantité d'engrais ajoutés et ça permet de sauver 80 hectares de vignobles de Gruissant. Donc voilà, la technologie est là, mais encore une fois, il faut une décision politique, il faut faire preuve de sobriété dans son ensemble, et derrière, on arrivera à faire des miracles. Voilà. Je rebondis sur les éléments que vous avez évoqués, sur la fierté, sur aussi les adaptations. On le voit dans certains restaurants. Colline, c'est pour vous cette question. Des restaurateurs qui mettent en avant aussi des eaux du robinet filtrées, par exemple. Est-ce que ça, c'est un danger peut-être aussi pour vos marques, ou est-ce que c'est quelque chose de complémentaire dans l'offre ? Pour moi, c'est pas un danger. En fait, pour moi, c'est pas comparable de comparer de l'eau filtrée et de comparer de l'eau minérale. On a beaucoup parlé de fromage ces derniers jours. C'est comme si on compare le Gouda et le Saint-Nectaire. On dit que c'est la même chose. On sait tous que c'est pas la même chose, c'est pas le même produit. Et donc sur l'eau minérale, aujourd'hui, l'eau minérale en France, on a un parc hydrogéologique, c'est dur à dire, exceptionnel. Ça fait partie du patrimoine français, en fait, nos sources, qui ont chacune une histoire, qui ont chacune des minéraux particuliers, qui ont chacune un territoire qui leur apporte leur spécificité. Et c'est vraiment ça qui fait la spécificité et la valeur des eaux minérales. Alors que une eau filtrée, d'une part, ça enlève la protection que l'eau du robinet a eue, puisque l'eau du robinet est bien traitée, souvent avec du chlore pour la rendre potable, et les filtrations enlèvent ce chlore. Donc ça fait qu'on a une eau où il peut y avoir beaucoup plus de développement de bactéries. Et ensuite, on ne connaît pas la composition. Alors que quand vous achetez une bouteille d'eau minérale, vous savez exactement ce que vous avez dans l'eau. Vous avez un nombre de milligrammes de bicarbonate, de calcium, etc. Et vous avez en plus des eaux minérales qui ont des apports bénéfiques pour la santé, prouvés, comme par exemple l'eau Valse et l'eau Châteldon, qui sont riches en bicarbonate. Et on sait aujourd'hui que le bicarbonate aide à la digestion.
Donc quand on a des gros repas, etc., on sait que c'est bénéfique de boire au cours du repas de la vase, de la châtellon pour aider à digérer. Donc voilà, pour moi, on ne peut pas comparer. C'est comme un restaurateur qui a plusieurs vins. Voilà, il y a certains qui ont des qualités, d'autres qui en ont d'autres. Et sur les eaux minérales, c'est pareil. On a une sorte de même sommellerie de l'eau qui existe. Et nous, sur lequel on essaye d'éduquer aussi les restaurateurs. Parce que chaque eau n'a pas le même goût, chaque eau n'a pas les mêmes apports. Et donc c'est aussi la richesse de la culture française, du patrimoine français. On parlait des apports nutritifs, etc. Chloé Blandan, je sais que vous avez eu les sujets de santé aussi dans vos dossiers. D'être sur une partie aussi éducative comme ça, de montrer finalement qu'avec les producteurs locaux, qu'avec des eaux plus qu'une autre, etc., avec des nouvelles formes d'agriculture, finalement l'alimentation, elle est au cœur des enjeux de santé et la collectivité, elle a aussi un rôle à jouer. C'est quelque chose d'essentiel. Oui, bien sûr, effectivement. La question de la santé publique, c'est aussi essentiel. Et le fait d'avoir des concitoyens qui s'alimentent correctement, c'est un enjeu aussi qui est important pour le politique, pour les collectivités, pour tout le monde. Oui, c'est important. Au sein du MIL, c'est intéressant que vous parliez de santé, puisque on aura aussi une vitrine et un lien avec cette question de la santé, aussi avec tout ce qu'on a sur notre territoire en termes de santé. Je pense à l'IHU, par exemple, qui aura aussi sa place, ces questions de pourquoi pas organiser des débats, organiser peut-être un jour aussi cet événement au sein de ce MIL physique sur lequel on pourra échanger et faire le lien avec tous ces sujets, oui, effectivement. Et en parler, quand je disais, dès le plus jeune âge, expliquer pourquoi est-ce que c'est important de bien s'alimenter, c'est aussi important en termes de santé publique. Ouais. On va en parler d'ici quelques instants avec un chef d'un collège, chef de cantine d'un collège qui va aussi nous expliquer voilà, comment on fait au quotidien pour nourrir tous ces enfants. Vous allez rester avec nous, Chloé. Peut-être s'il y a des questions déjà dans la salle, avant qu'on te fasse un petit tour d'interlocuteurs. Il n'y a pas de questions pour le moment. Eh bien, écoutez, on va vous remercier. Merci à vous, mesdames, messieurs. Chloé, restez peut-être avec moi. Je vais inviter à nous rejoindre sur scène, du coup, Monsieur Fournès, qui est le chef de cuisine du collège de Bayon, nos chefs internationaux témoins, évidemment aussi, cher Frédéric, cher Cédric et cher Olivier, venez nous rejoindre. Et puis également, Philippe Tixier. Hop. Moi, je vais vous laisser ma place. Hop. Je vais rester sur le côté, c'est pas un souci, asseyez-vous. Tu viens après, comme tu veux. Eh ben, tu viens après, pas de souci. Alors, Monsieur Fournès, moi, je voulais déjà, merci d'être là. Vous sortez certainement du service de midi. Moi, je voulais que vous soyez parmi nous parce qu'il me semble aussi important d'entendre votre voix. Vous êtes donc chef de cantine d'un collège, le collège de Bayon, à quelques kilomètres de Nancy. Peut-être nous expliquer déjà votre quotidien professionnel, finalement, combien d'élèves chaque midi à la cantine, comment vous fonctionnez, quelle équipe vous avez autour de vous, quelle démarche aussi vous effectuez chaque jour dans l'approvisionnement, dans les recettes, dans aussi ce partage et cette transmission que vous effectuez chaque midi avec les élèves. Alors, bonjour à tous. Alors, je m'appelle Geoffrey Fauron, je suis chef de cuisine au sein du département depuis 2009. Avant, j'ai travaillé en maison étoilée, chez des traiteurs. Pour ceux qui connaissent, j'ai participé à l'European Catering Cup au CIRA en 2009. C'était pour la sélection France. Et la vie a fait que je me suis retrouvé en collectivité. Mais avant d'aller en collectivité, je voulais être sûr qu'on puisse s'amuser autant qu'en restauration traditionnelle, gastronomique ou... Donc je suis allé voir et depuis 2009, donc du coup je suis en collège. C'est mon 3e établissement actuellement. J'en ai fait 3 différents. Et je suis parti du principe où mon rôle à moi, c'est d'éduquer. Donc tout ce qui a été dit avant, environnement, apprendre dès le plus jeune âge aux gamins à s'alimenter comme il faut, ça me parle totalement. C'est quelque chose qui me tient à cœur même. Donc au sein du collège, on a 440 élèves
dans le collège et on a 60 repas qui partent en liaison chaude tous les jours pour les écoles primaires aux alentours du collège. Actuellement, on est 3 à la production. Donc pour l'instant, je suis le seul cuisinier parce que j'ai une collègue qui a un petit souci de santé. Donc je suis avec 2 aides de cuisine, 2 filles qui sont aides de cuisine, mais ça fait 2 ans qu'elles sont avec. Enfin, pour une, ça fait 4 ans qu'elle est avec moi et une autre 2 ans. Donc à force de leur montrer, de leur expliquer, on arrive à avoir le même résultat qu'avec un vrai cuisinier confirmé. Et au niveau de midi, on va dire, on a tous les collègues qui sont au ménage de l'établissement qui nous rejoignent pour tout ce qui est partie plonge. Alors, sinon, je m'approvisionne qu'avec des producteurs locaux. Ça, c'est un souhait, ça me tient énormément à cœur, au maximum. Donc, c'est tous des producteurs qui sont aux alentours du collège. Donc, au sein du département, en fait, le département a mis en place 2 plateformes qui s'appellent Paysans Bio Lorrains et Les Fermiers Lorrains. C'est 2 plateformes où les agriculteurs payent une cotisation et se mettent sur ce site et nous proposent leurs produits. Donc ça peut être aussi bien du fromage, des viandes bio, des viandes HVE. Parce que nous, il faut savoir qu'en collectivité, on a la loi Egalim, qu'on est obligé de respecter. Donc je vous l'avoue, c'est très difficile d'atteindre les fameux 50%. Moi, pour ma part, là, je suis à 48% de produits locaux. Je suis à 42% de produits bio. J'essaye vraiment de faire au maximum, mais c'est vrai que c'est très compliqué parce qu'on a un budget de 2,30 € de l'entrée au dessert. Donc tout est fait après pour... tout est pensé, tout est optimisé pour utiliser tout... je vais prendre un exemple, tout ce qui est les herbes aromatiques, tout ça, les queues, je les jette jamais, je les utilise, je les remixe dans des vinaigrettes, dans des bouillons, on cuisine en fait. En fait, c'est juste, je pars toujours du principe, on a tous appris, pour toutes les personnes qui sont cuisiniers, on a tous appris à l'école à cuisiner de la même façon. Sauf après, la seule chose qui est différente, c'est l'endroit où on va servir. Ça peut être en restaurant gastronomique, en restaurant en collectivité, en collège, donc c'est l'endroit qui change. Mais après, le métier est le même. Donc quand on a l'envie, quand on a la passion du métier, pour moi, j'ai jamais trouvé que c'était une contrainte de travailler en collectivité. Pour moi, je cuisine tous les jours et c'est un pur plaisir. Et donc tout ce qui a été dit tout à l'heure par madame, ça me parle, oui, parce que là, tous les achats locaux, les producteurs, le département nous aide énormément parce qu'en fait, quand on commande sur les 2 plateformes que je parlais tout à l'heure, on retouche une subvention de 20% par le département quand on achète toutes ces plateformes. Donc ça nous permet à nous de pouvoir acheter des produits qui sont plus chers, parce qu'il faut se le dire, le petit producteur est plus cher que les marchés. Il y a des marchés qui existent où les prix sont négociés, tout ça, mais les producteurs sont un peu plus chers. Mais moi, pour réduire les coûts, tous les jours, je propose un plat végétarien. Normalement, on est censé faire un menu végétarien par semaine. Moi, je fais du végétarien tous les jours, ce qui me permet de baisser mes coûts. Donc, c'est-à-dire, quand je vais faire un sauté de veau, un émincé de bœuf bio, il va me coûter plus cher. Mais à côté, j'ai mon plat bio qui me fait baisser mes prix. Donc, du coup, c'est tout ce qui est légumineuses. Je travaille énormément les légumineuses, pois chiches, lentilles, tout ce qu'on peut trouver dans la région. Parce qu'il faut savoir aussi qu'on a une belle région, on a des beaux produits, on a des beaux producteurs. Et voilà. Bravo déjà, parce que je pense que vous faites un exercice qui n'est pas évident. 2,30 €, vous avez dit, de budget. C'est un budget qui, j'ai vu quelques yeux levés au ciel. C'est un budget qui a été réduit, qui est assez constant. C'est même qui augmente. Qui augmente petit à petit. Le département nous l'augmente. Il y a 2 ans, on était à 2,20 €. Là, on est passé à 2,30 €. Régulièrement, il nous l'augmente quand même. Et je suis là pour dire que c'est possible. Quand on cuisine du produit frais, du produit transformé, c'est possible de faire des produits, un menu complet pas cher. Ça veut dire qu'il faut aussi être sans cesse en réflexion, en imagination. En imagination. Et après, c'est un métier qui me passionne. La gastronomie, même le dimanche, dès que vous faites un poulet rôti à la maison, c'est déjà de la gastronomie. Donc, quand on a envie de faire des choses, on peut, et il faut y aller. Quoi. Et c'est vrai que de 30, c'est possible. Chloé Blandin, j'imagine que la démarche qui est lancée par
le département qui est retranscrite, on va dire, dans les cuisines, comme avec cet exemple, c'est quelque chose de pertinent et de louable. Ah oui, oui, tout à fait. C'est effectivement, je pense qu'on partage et bravo, parce que c'est très important d'avoir des professionnels comme ça qui s'engagent sur ces sujets-là. Ouais, on a aussi à la ville, on essaie aussi. Alors le fonctionnement n'est pas le même dans les cuisines des écoles, puisqu'on a une cuisine centrale, mais on travaille aussi à élaborer les menus de cette manière-là et à essayer de faire au mieux. Et pour ce que monsieur disait sur Paysans Bio Lorrain, sur tous ces regroupements, on a travaillé avec eux sur la structuration du marché d'intérêt local. Donc ils seront intégrés et ce lieu-là va prendre justement toute cette force-là et embarquer, on l'espère, tous les acteurs locaux qui sont déjà engagés sur ce sujet-là. Vous l'avez dit, allez-y, pardon. C'est vrai que on vous entend, je crois. Ouais, la région, c'est vrai que la région, le Grand Est, enfin même le Meurthe-et-Moselle surtout, c'est vrai qu'on a la chance d'être vraiment poussé au niveau des collectivités. Derrière, ça pousse pour justement qu'on achète du bio, du local, et je trouve que c'est super, quoi. Effectivement, et c'est un sujet sur lequel la région, le département, la métropole vraiment travaillent ensemble. On a le même objectif, la même vision, et on a un travail en commun qui est vraiment intéressant et qui devrait aboutir à un très très beau projet. Vous l'avez dit, allez-y, pardon. Je dis, on est là pour éduquer justement, après pour que les futurs clients qui aillent dans vos établissements, c'est nous à la base on commence. Plus petit, mais au niveau du collège, on est là pour les éduquer, et après ce sera peut-être des futurs clients qui iront chez vous, justement, enfin j'espère qu'ils iront dans des établissements comme chez vous, justement pour manger bien, manger sereinement, enfin manger quoi. C'était justement ma question. On dit souvent que la cantine, finalement, c'est parfois le premier restaurant d'un élève et puis d'un collégien, d'un étudiant plus tard. Il y a aussi un travail de pédagogie, finalement, parce que ne pas avoir des frites 3-4 fois par semaine à la cantine, ça doit peut-être avoir des choses retravaillées, ça doit être aussi quelque chose qui doit peut-être interpeller parfois, pas. Il faut savoir qu'on a une réglementation. Les frites, par exemple, c'est une fois, pour ma part, c'est une fois entre chaque période scolaire. Donc ils ont 6 fois des frites, on va dire, de l'année. Tout le reste, après, c'est que du légume transformé. Mais après, c'est une éducation. C'est l'exemple, les entrées, j'ai 6 à 8 entrées différentes tous les jours. Mais ça va de la salade de fenouil avec le segment d'orange, une bonne huile d'olive, du cumin. Enfin, on cuisine, mais après, c'est vrai que c'est une éducation. Hein. Ça fait depuis 2009 que je fais ça. C'est pas évident, mais c'est un travail de longue haleine et il faut pas lâcher parce que c'est primordial pour la santé, c'est primordial pour l'avenir, c'est primordial pour beaucoup de choses, pour vos futurs clients. Et je sais que par rapport à certains réseaux sociaux, enfin les réseaux sociaux, il y a d'autres chefs dans toute la France de cuisine collective qui mettent le paquet aussi là-dessus. Et c'est vrai qu'on a toujours cette image de la cantine scolaire, mais on est là maintenant, je pense, les nouvelles générations de cuisiniers, les jeunes cuisiniers, parce que j'ai 38 ans, les jeunes cuisiniers, on est là justement pour montrer qu'il est possible de faire autre chose et de manger aussi bien que dans certains restaurants. D'ailleurs, on ne parle plus de cantine, mais de restaurant scolaire. Ouais, c'est ça. Oui, c'est important, la terminologie est importante. Ouais. En fait, l'endroit, c'est juste l'endroit qui est différent. On envoie ce concert, c'est juste un restaurant scolaire. Et vous expliquez aussi toute votre démarche, vous parliez des queues sur les légumes, etc., que vous les réutilisez. Vous expliquez, il y a une forme de pédagogie, de médiation aussi avec les élèves, comme ça, pour leur expliquer chaque jour ce qui se passe. Quand on est 3 pour 500, ça court. C'est une grosse organisation. Au moment du service, quand les gamins passent devant moi dans le self, j'essaye de communiquer au maximum que je peux dessus. J'ai mis plein de petites choses en place justement pour les inciter à les goûter, si vous préférez. Au lieu d'avoir une portion normale d'une entrée, on va prendre l'exemple des entrées, je fais des mini-entrées. Donc c'est l'équivalent d'une cuillère à soupe dans un petit ramequin. Mais quand je vois que le gamin il s'arrête devant la vitrine, qu'il regarde la vitrine, qu'il est hésitant, je dis t'hésites avec quoi? Avec cette entrée, tiens, prends, tu goûtes, tu as le droit de goûter. Si tu vas à table, si ça te fait plaisir, si tu aimes bien, si tu dis, tu peux revenir chercher une entrée la taille plus grosse. Et voilà, parce qu'on j'essaye de éduquer, de leur faire goûter les choses. Après, c'est le public le plus difficile, hein, par contre. Les collégiens, c'est le public le plus difficile.
Parce qu'ils sont dans l'âge adolescence et les sorties avec les copains, c'est McDo, pizza, kebab. Quand on leur pose la question, ils voudraient manger ça tout le temps. Mais tout ce qui est produit comme ça, déjà, je ne fais pas. Produits transformés, je ne fais pas tout ce qui est friand. Enfin, depuis 2009, j'ai jamais fait un friand, une pizza ou un truc comme ça parce que c'est pas des produits. Moi, je travaille que des produits qui sont autour du collège. Donc forcément, le petit producteur, il va pas me fournir des friands, des pizzas. Il va aussi, à l'époque, il va me fournir des poireaux, du céleri. Et plein d'autres légumes de saison, mais pas. Donc c'est un travail de longue haleine. Il y a un retour des jeunes ou même des parents peut-être parfois ou des équipes. Il y a tout. Il y a le retour des parents, il y a le retour des élèves. Les parents sont pas faciles non plus parce que comme on disait un peu tout à l'heure, ils n'ont pas aussi forcément toutes les informations. Ils n'ont pas forcément ils ont encore cette image de la cantine scolaire de leur époque et c'est pas évident des fois de leur expliquer. Donc ma cuisine est ouverte. Ça, depuis que je fais. Si quelqu'un veut venir voir ma cuisine, c'est avec plaisir. J'ai rien à cacher, Donc les parents, il y a certains parents des fois qui sont pas, oui, mon gamin mange rien et tout. Mais comme je disais tout à l'heure, comme c'est un travail de longue haleine, c'est sûr qu'il faut les éduquer. Donc le temps que quand le gamin arrive en 6e, il est tout content parce que ça lui change de ce qu'il avait en primaire. Mais après, quand on passe 5e, 4e. Les 2 années-là, c'est les 2 périodes un peu butoirs, on va dire. Et après, 3e, ça revient un peu. Voyez, ça commence à regoûter. Et c'est vrai que des fois, il y a des parents qui ne sont pas forcément sympas avec nous par rapport au travail qu'on fournit. Et donc après, voilà, les parents-là, on les fait venir, on ouvre et après, voilà, on explique quand tu vois la démarche, la façon de travailler. C'est bon, c'est de la poche. Et pour les gamins, c'est pareil. Quand ils partent au lycée, je ne critique pas du tout les cantines de lycée, mais c'est déjà des plus grosses structures. Peut-être pas forcément toujours évident non plus, mais c'est possible aussi. Mais quand ils partent au lycée, quand ils viennent rechercher leur brevet au collège, c'est là qu'ils viennent me voir, où on a une petite carte, un petit mot, et j'en ai dans le bureau quelques-unes comme ça, où les gamins me remercient. Et c'est véridique, les gamins me remercient parce qu'ils se rendent compte que, au final, on a été comme ça. On leur a fait manger des produits sains de saison. C'est pas forcément ce qu'ils aiment. Je conçois, je comprends. J'ai des ados aussi à la maison. Et quand ça bouscule, ça interpelle. Et quand c'est comme ça, moi, pour moi, au moment-là, je pense pour moi que mon travail est réalisé à 100%. Bien sûr. Messieurs, les chefs internationaux, j'imagine que ces témoignages vous parlent, vous satisfont, qu'il y ait des démarches aussi qui se fassent dans ce sens-là avec les jeunes générations qui peuvent demain venir frapper à la porte de vos établissements. Je pense que ça incite un peu tout le monde à aller dans le bon sens. Donc ça va tellement avec le titre maître restaurateur. C'est de la motivation au sein des plus jeunes. Et c'est surtout les plus jeunes qui ramènent ça à la maison. Donc ça pousse un peu les parents aussi à éviter d'ouvrir la barquette dans le réfrigérateur. Donc je pense que la démarche, elle est saine. Il y a sûrement beaucoup de travail. J'ai été interpellé par les réseaux sociaux. J'ai vu pas mal de chefs sur les réseaux qui se mettaient en valeur. Pas spécialement pour se donner du mérite. Ils n'ont pas besoin de ce mérite, mais au moins ils communiquent. Et cet angle d'approche de la communication, c'est hyper important. Et ça valorise l'effort. Donc bravo pour l'effort. Frédéric, je vous ai vu réagir à plusieurs moments. Ouais, moi, je tire mon chapeau. Moi, je suis un petit peu plein d'émotions, évidemment. C'est par là qu'il faut commencer. Chez les tout petits, c'est évident. On a tous des souvenirs. Moi, j'ai souvenir d'une cantine où il y avait des femmes qui nous donnaient à manger. C'est des souvenirs assez flous parce que je pense que je remonte à la maternelle, donc on doit être dans les années 70. Mais je me souviens des plats carotiers en aluminium qui sortaient avec des épinards et des œufs et de la béchamel, ce genre de choses. Et puis c'était des femmes qui travaillaient derrière. Je pense quand j'y repense aujourd'hui, on parle certainement de bien-être pour l'enfant, évidemment, le consommateur. Et puis évidemment de nutrition, quoi. Et nutrition, évidemment, on en a besoin, surtout étant petit, grandissant. Si on n'a pas ça, on a déjà, on perd la petite avance qu'on devrait avoir. En fait, on en a besoin pour le cerveau, pour les muscles, les yeux, etc., etc. Et ça devrait être le point de départ, en fait, avant toute autre chose, quoi. Donc, si on démarre par là, on va avoir certainement des gamins qui vont grandir avec une très bonne éducation, une très bonne alimentation, et qui seront constitués
peut-être un petit peu plus normalement que beaucoup d'autres, en fait. Donc commençons par là, évidemment, on ne peut que supporter ce genre d'initiative. J'ai essayé de rentrer dans les écoles, moi, à Édimbourg, mais on m'a dit que j'étais dangereux pour les enfants, donc on m'a fermé toutes les portes, quoi. Dangereux, carrément. Ah ouais, j'étais dangereux pour les enfants. En fait, j'ai réussi à avoir 2-3 classes qui venaient à l'époque dans le jardin, et puis on cuisinait ensemble. Puisqu'on démarrait le matin de bonne heure, alors on mettait des bottes, on allait cueillir, on ramassait des épinards, des carottes, on retournait le fumier, on se lavait les mains. J'avais la chance d'avoir une cave avec un petit réchaud, j'emmenais des plaques à induction et on cuisinait ensemble. Je dis bien cuisiner ensemble, c'est-à-dire que les 3 pommes de terre et les 2 carottes qu'on avait ramassées, il fallait les éplucher, il fallait aussi les couper et puis les mettre dans la casserole. Et là, je suis devenu assez dangereux, en fait, parce que les gamins de 7 ans qui avaient un couteau, ils n'étaient pas censés avoir un couteau. Ou ils n'étaient pas censés porter les bottes d'occasion, on va dire. Alors qu'en fait, on n'a jamais vu un gamin se faire du mal volontairement avec un couteau, en fait. Alors, ce qui était très intéressant, on parle de gamins qui venaient d'environnements assez défavorisés. Donc, c'est des gamins qui n'avaient pas de palais de découverte et qui refusaient de goûter tout ce qu'on leur donnait, quoi. Par contre, au bout de la 3e session, une fois qu'ils avaient cuisiné, qu'ils s'étaient mis à table, qu'ils avaient fait un potage et découpé un morceau de poulet, ils avaient tous oublié leur téléphone et ils mangeaient et ils discutaient. Ils oubliaient même qu'il y avait des profs à table ou des personnes comme moi et ils devenaient social. Ce qui est ce qu'on recherche sur une table, l'échange, le partage, etc. C'était fabuleux. C'était fabuleux. Merci Cédric. Aux États-Unis aussi, on sent qu'il y a une éducation. On va dire culturellement parlant, on n'est pas vraiment un pays où on aime bien manger. On va dire que c'est plutôt avec les collectivités. Il n'y a pas du tout des aides avec les collectivités publiques. Il y a les gouvernements derrière. Il n'y a pas de politique, il n'y a rien, il n'y a pas de suivi au niveau de la bouffe. Donc c'est plus aux entreprises privées ou aux chefs de vouloir promouvoir un peu comment manger, le bien manger. Il y a quelques grands chefs aux États-Unis qui sont associés avec des grandes associations pour les jeunes pour pouvoir les éduquer sur manger mieux, parce qu'on mange mal. Dans les écoles, on mange très très mal aux États-Unis. Ça va être des hot dogs, des burgers, des pizzas, et ce sera que ça. Donc, il n'y a pas du tout ces aides avec les villes, même avec les villes ou même plus haut, hein, et puis encore moins maintenant, où le bien manger existe. Donc, il n'y a pas la conscience du bien manger, finalement. Non, on mange vite, on mange rapide, et ça s'arrête là. Et c'est très rapide, et les écoles vont très très vite, et c'est à nous, les chefs ou les grandes associations, de pouvoir essayer de promouvoir ce genre d'approche. Après, c'est une question d'éducation, c'est une question de culture, ça prend du temps, dans certains pays plus que dans d'autres. Au Vietnam, je sais que vous avez poussé la porte des universités, mais il y a des choses qui se font aussi avec les niveaux plus inférieurs. Sur les générations jusqu'au collège, il n'y a pas de cantine. Les repas se font à la maison. Tout le monde rentre à la maison, la maman ou la grand-mère a cuisiné, et le repas se fait en famille. On n'a pas encore les structures de cantine. Et où, si elles existent, c'est les mamans qui, à tour de rôle, vont prendre le rôle de la cantinière, entre guillemets, si je puis me permettre du terme. Donc on est encore sur quelque chose de beaucoup plus en arrière, entre guillemets. Mais le repas se prend avec 2 ou 3 générations à table minimum. Et surtout, on a encore ce schéma où les grands-parents, les parents, les enfants et les petits-enfants sont sous le même toit. Donc il y a toujours quelqu'un à la maison et il y a toujours quelqu'un qui cuisine. Et le marché se fait au jour le jour. Donc le matin pour le midi, l'après-midi pour le soir. Donc c'est pour ça que je ne peux pas vraiment intervenir sur le discours de la cantine comme on la connaît en France et en Europe, étant donné que ça n'existe pas. Mais il y a une forme, je ne sais pas si on m'entend, si, ça y est, il y a une forme de transmission quand même, si toutes les générations sont... Il y a une vraie transmission, mais elle se perdra. Elle se voit déjà et la malbouffe règne, mine de rien. C'est-à-dire que la street food fait partie à part entière de la culture. Cependant, l'accès à la street food est tellement pas cher qu'il est à la sortie de toutes les écoles. Et les viandes transformées, les plats tout prêts,
les instant noodles, ce genre de choses, c'est le quotidien des écoliers. Le repas reste en famille, mais la malbouffe est à tous les coins de rue, quoi. Donc ça, c'est pas forcément. Sur les universités, par contre, les interventions que j'ai eu fait, on en a fait avec le CNIEL aussi. Il y a un vrai besoin, il y a une vraie volonté de découvrir le bon produit, mais par contre, les réseaux sociaux les kidnappent, entre guillemets, et leur faire perdre complètement le sens des bonnes choses. Ça, c'est dur. Est-ce que, Chloé, sur la communication aussi vis-à-vis des familles, je sais que la part de bio a été augmentée dans les repas à Nancy. Est-ce qu'il y a l'ouverture aussi, je crois, de la cuisine centrale à plusieurs reprises? Est-ce qu'il y a aussi une volonté de montrer de transparence, finalement, entre guillemets, mais aussi un petit peu de responsabilisation, ou du moins d'éducation aussi, en disant la collectivité prend sa part, finalement, mais est-ce que vous, parents aussi, il faut peut-être pousser par les enfants aussi, qui doivent, vous l'avez dit, hein, qui doivent rentrer à la maison et dire on a fait ci, on a fait ça, on a mangé ci, on a mangé ça. Chacun a un rôle à jouer finalement. Oui, chacun a un rôle à jouer. Moi, j'aime pas trop culpabiliser quand même. Les parents, ils font comme ils peuvent. C'est toujours un petit peu délicat de dire faites, c'est pas évident. Mais on voit quand même avec les différents exemples qu'on a beaucoup de chance en France de pouvoir apporter ça dans les écoles, dans les collèges, d'avoir la puissance publique qui appuie et de pouvoir faire ça. C'est vraiment quelque chose d'important. Après, effectivement, on est transparent. On ouvre les portes de la cuisine centrale. Les parents peuvent venir. Les enfants aussi. Vous pouvez tous venir, d'ailleurs, voir. Et puis, sur l'éducatif, on a aussi, et ça fait le lien entre les producteurs et le consommateur, des producteurs engagés, producteurs locaux qui viennent. On a des éleveurs, je pense, j'ai été une fois présente à un éleveur qui vient, qui fait des yaourts, c'est les yaourts que les enfants mangent à la cantine, et ben il explique, il apporte des photos de ses vaches, des vaches laitières, et c'est passionnant pour les enfants, qui peut-être certains, c'est quand même des petits citadins, n'ont pas forcément accès à tout ça. C'est aussi ça qui fait l'envie. Voilà, et on comprend, on voit et on en parle après. Alors sans dire qu'il faut culpabiliser les parents, en tout cas, c'est le message qui passe aussi après chez les parents et les adultes. Et ça donne envie. Et l'enfant, il a peut-être plus envie de manger effectivement le soir la barquette que le parent va ouvrir. Il va demander, il va dire, tu sais, il habite pas loin, viens, on va voir, on va acheter, on va... Voilà. Il y a des liens comme ça aussi dans les collèges avec les producteurs, avec vous essayez d'avoir de raconter les histoires finalement du produit et de la transformation d'une certaine manière aussi. Oui, bien sûr. Oui. Même quand c'est pas possible par rapport à l'agriculteur de venir sur place, de moi-même, je prends une photo de l'agriculteur, de sa ferme, et puis je le mets sur la vitrine. J'explique un peu la démarche, le produit, ou même les produits qu'ils connaissent pas. Quand vous mettez un radis red meat, donc les radis de couleur, ils savent pas c'est quoi. Pour eux, le radis, c'est le petit radis qu'on mange avec du sel et du beurre. Mais quand on met des radis, des produits différents, chaque fois j'en mets un sur le self. Et parce qu'on le retrouve dans la vitrine ou dans le plat, et donc j'essaie d'éduquer, de montrer, d'expliquer d'où il vient, de chez qui il vient, c'est qui le producteur qui l'a fait. Moi, le gamin, il a une image. Voilà, le yaourt, là, exemple, c'est des yaourts de Meuse, avec qui je travaille depuis très longtemps. Et c'est une ferme, et il y a déjà sur l'opercule, il y a déjà la fermière, et puis après j'ai déjà mis des affiches et tout de leur yaourt, du producteur. Et puis c'est important de savoir de moi aussi de moi-même. Je vais chez les producteurs, les rencontrer, je vais voir leur ferme, leur truc, ça m'intéresse. Et au moins je sais d'où le produit vient, je sais comment il a été fait. Et si déjà moi si je sais ça, à moi après pour les gamins, je sais de quoi je leur parle et je sais ce que je leur donne à manger. Bien sûr. Merci en tout cas pour vos témoignages. On va peut-être prendre une petite série de questions s'il y en a, ou si tout le monde est un peu assoupi à cette heure-ci. Allez-y, allez. Bon, je crois qu'on vous entend. Les parents, pas les culpabiliser, mais leur rappeler quand même qu'ils sont parents. Quoi. Ça me paraît quand même un petit peu le départ de la chose. Et puis rappeler aux grand-mères qu'elles sont aussi grand-mères. Moi, je le rappelle aux miens régulièrement. Faut pas l'oublier. Faut pas l'oublier.
Sans parler de culpabilité. On a vu des scénarios différents aussi dans les cantines qui sont super intéressantes. C'est-à-dire que les parents se sont rejoints et puis ont viré Sodexo, quoi. Hein, donc on se met à 7 ou à 8. On a vu des écoles où les parents ont été dans la cantine en disant ça suffit, maintenant on veut nourrir les gamins parce qu'ils ont besoin de se nourrir, ces enfants, quoi. Oui, ou des parents qui vont... Donc on a vu les parents aussi prendre leurs responsabilités à oui, plusieurs. Qui vont goûter aussi, finalement, qui vont s'asseoir à la table. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Voilà. On invite aussi les parents qui viennent manger avec nous dans les cantines. Les parents d'élèves qui sont élus peuvent venir à tour de rôle manger, partager le repas et voir aussi ce que les enfants ont dans leur assiette. Mais je rejoins tout à fait, mais on a beaucoup de parents qui sont volontaires, comme vous disiez tout à l'heure, qui ont vraiment envie et que les collectivités s'engagent et que leurs enfants mangent bien quand même. Parce qu'après, la cuisine, c'est un échange. C'est un échange et c'est un partage et c'est un bon moment, quoi. Les enfants peuvent aussi se mettre à cuisiner à un moment pour les parents qui vont rentrer plus tard. On a vu ces scénarios-là aussi, quoi. C'est fabuleux. Mais après, pour ma part... Ça y est, on vous entend. Pour ma part, c'est vrai que quand je discute un peu avec les gamins, ça passe vite quand même, 500 gamins, enfin 440, mais quand on discute un peu avec les gamins, qu'est-ce que tu manges chez toi ? Et on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de parents qui cuisinent plus. Je pense que c'est plus par manque de temps et non pas parce qu'ils ne savent pas cuisiner. C'est le manque de temps. Et les gamins, il y a déjà plusieurs gamins qui m'ont déjà dit on mange tous chacun dans notre coin. On a notre plateau, le coca, le paquet de chips. Moi, je vais dans ma chambre. Et il y a des gamins qui ont plusieurs, quand je les ai interrogés, qui m'ont répondu qu'il y avait plus cet échange qui est important le soir. Au moins, tout le monde se retrouve autour de la table et t'échanges. Et je pense que c'est plus par manque de temps, en fait, et les parents cuisinent plus. Et quand on leur demande ce qu'ils mangent à la maison, ça revient toujours pareil. Les frites, les pâtes, le riz, les nuggets. Après, c'est une question de moyens aussi. Et c'est là d'où c'est important aussi de communiquer aussi avec les parents et les gamins en leur expliquant que, d'aller acheter un filet de poulet dans la ferme à côté de chez toi, déjà le filet de poulet est tout petit, il est plus gros que le filet de poulet que tu trouves en supermarché. Et puis, si t'es sympa, l'agriculteur, il t'en met un de plus. Parce que tu viens régulièrement. Oui, il y a un lien à créer aussi, finalement. Voilà, faut vachement échanger en fait avec les gamins et puis comme je disais avec les parents, quoi. Peut-être refaire un lien aussi avec la thématique plus générale sur les perturbations de l'environnement et finalement les conséquences qu'il peut y avoir dans l'assiette. Est-ce que vous, sur les différents continents sur lesquels vous êtes, vous avez des observations comme ça très claires ? Ça fait une quinzaine d'années, un peu moins, 10 ans, 15 ans que vous êtes au Vietnam ? 8 ans, pardon. Est-ce que vous avez déjà vu des évolutions sur ces dernières années et donc des adaptations finalement dans l'assiette ? Pas énormément, pour être très honnête, étant donné qu'il y a absolument zéro anticipation. C'est-à-dire qu'on fait jusqu'à temps qu'il n'y en ait plus, et quand il n'y en a plus, c'est fini, on passe à autre chose. Il y a la France, et la plus belle chose qu'on a en France, c'est qu'on essaie d'anticiper beaucoup de choses. On essaie de prévoir, on essaie de comprendre. L'Asie, c'est pas du tout la perception qu'ils en ont. Je parle pas de toute l'Asie, je parle de où je suis moi. L'exemple de l'eau tout à l'heure à Singapour, c'est l'opposé du coup. À défaut, je pense qu'on est sur une thématique de vie où on verra plus tard. Donc on n'est pas le meilleur des exemples, mais la réalité c'est que quand une espèce vient à disparaître, on en prendra une autre. Donc je suis pas du tout le bon exemple, et à défaut, nous, à notre échelle, on essaye d'aller sourcer des produits organiques, des produits locaux qui sont faits dans les règles de l'art. On essaye d'aller trouver les produits qui sont faits mieux que la moyenne, qui sont beaucoup plus onéreux, mais qui se justifient amplement, parce que l'argent fait pas tout. Mais je pense que l'Asie n'est pas le bon exemple à l'instant T. Et je pense qu'on doit être fiers en France d'avoir ce genre d'organisme, ce genre d'initiative, ce genre de chefs qui vont inculquer dès le plus jeune âge. Et ça, c'est une fierté française. C'est vrai, oui. Aux États-Unis, il y a des conséquences comme ça palpables. Après, les États-Unis, c'est aussi une différence d'échelle. Le circuit de proximité n'a pas la même définition aux États-Unis qu'on va l'avoir sur le Grand Nancy, par exemple. Je pense qu'on peut dire qu'on est vraiment un très mauvais exemple au niveau de l'écologie. Je pense que c'est plus, on va dire que c'est plus à titre personnel. On va dire que chaque Américain vont avoir leur propre conscience et vont faire leurs propres actes. Alors il y a beaucoup de gens qui vont ne pas prendre des sacs en plastique, ça existe encore beaucoup
aux États-Unis, dans tous les magasins, qui vont prendre leur propre sac. Il y a encore beaucoup de gens qui vont... Il y a du recyclage, ça se fait normalement depuis très longtemps. Le compost, c'est à chaque restaurant de vouloir le faire s'ils veulent le faire. C'est encore quelque chose qui n'est pas qui est excessif là-dessus. Mais je pense que c'est chaque citoyen américain va avoir la conscience de vouloir soit être quelqu'un d'écologique ou soit pas du tout. Après, c'est vraiment divisé. Il y a vraiment les deux côtés. De toute façon, ça a toujours été un pays très divisé. Mais il n'y a pas au niveau des politiques, c'est pas poussé. C'est pas quelque chose qui est comme ici en France où ça devient une conscience. C'est un peu comme il dit. On fait par besoin économique plus que par besoin écologique. Frédéric, à Édimbourg, bon, vous, c'est un cas un peu particulier aussi, parce qu'il y a la proximité avec le jardin, avec tout ça, avec la démarche. Mais il y a déjà une conscience et une démarche forte. Oui, personnellement, moi je pense que c'est surtout consommer, mais ne pas surconsommer, en fait. Hein. Et je pense que c'est un sens commun de consommer ce qu'il y a sur place. Mais personnellement, dans ma démarche, il y a beaucoup de choses que je ne consomme plus. Quoi. Quand j'achète une paire de chaussures, en général, j'essaie de la garder 10 ans. Quoi. Mais alors, je ne suis pas sûr que tout le monde va me suivre, en fait. Pour donner un exemple, après, j'ai arrêté de manger des avocats et ça fait bien longtemps que je n'ai pas mangé de mangue ou d'ananas, professionnellement ou personnellement. Ça ne me paraît pas naturel, en fait. Hein. Et évidemment, j'évite les fraises au mois de janvier. Quoi. Hein. Voilà, après, c'est une démarche personnelle. Après... Au niveau de la population, on voit quand même que les Écossais sont déjà très écossais, ils sont très unis, ils ont une force de groupe. Hein. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas hésiter à se mettre ensemble et à se supporter les uns les autres. Donc les producteurs, les pêcheurs, etc., tout le monde va se supporter et on sait très bien que les Écossais sont capables de soulever un pays à force du poignet, en fait. Donc ils ont vraiment cette volonté-là. Tous les produits locaux... ont explosé, toutes les économies locales explosent régulièrement parce qu'ils se supportent les uns et les autres, en fait. Et ça, c'est une force nationale. On pourrait espérer qu'un jour ou un autre, on va retrouver ça en France. Ce serait magnifique. C'est un vœu. On va formuler. Ouais, on va essayer. Ouais. On va essayer. Dans les cantines, dans les restaurants scolaires et collectifs, c'est aussi, vous avez vu au fil des années des choses changer en lien avec l'environnement, des produits qui deviennent très difficiles à avoir ou qui sont beaucoup plus chers. Voilà, il y a des adaptations quotidiennes. Ouais, je prends mon exemple. L'agriculteur qui me fournit le porc, il fait aussi des céréales. Et exemple, il me fournit de l'amidonnier. Donc c'est une variété de blé ancien. Et il y a quelques années, il m'en fournissait encore assez facilement. Et là, ça fait quelques années, il a plus de mal à en avoir avec la sécheresse, tout ça. Ou même rien que la farine aussi. Après, il a plus de demandes aussi. Mais lui, au niveau production, il a de moins en moins de... Ils ont plus de mal aussi à produire certains produits. Olivier, un petit mot là-dessus? Pas plus? Parfait. Est-ce qu'il y a des questions? Oui. Alors, est-ce qu'on peut vous apporter un micro? Hop, Tanina va apporter ça, merci à elle. Monsieur, on vous écoute. Donc je suis Laurent, secrétaire à la FMR, mais également animateur du fonds Hésiode. Peut-être expliquer, pardon, ce que c'est le fonds Hésiode en quelques mots. Voilà, le fonds Hésiode est le fonds issu des maîtres restaurateurs, qui est là pour éduquer justement sur tout ce qui est consommation durable. Et nous engageons des actions sur les déchets, là prochainement et en ce moment sur la nourriture dans les EHPAD. Et j'apprécie énormément ce qui a été fait dans ce collège-là, parce que l'une des prochaines étapes, ce sera peut-être une action dans les collèges ou les lycées. Et je remercie vraiment Carole d'avoir organisé ce débat parce qu'il éclaire vraiment également ce qu'est l'engagement des maîtres restaurateurs à justement travailler sur l'alimentation durable. Voilà. Et la question est, est-ce qu'on est tous prêts justement à s'engager dans cette voie de l'achat jusqu'à la fin, c'est-à-dire au moment où on va trier ces déchets et leur donner du sens. Qui répond?
Je pense qu'on peut être prêt assez rapidement. Moi, j'ai fabriqué entre 7 et 8 tonnes de compost pour le jardin sur les 12 mois d'opération du restaurant, quoi. Et c'est facile. Au début, ça peut paraître un petit peu compliqué. La démarche interne, en fait, hein, de séparer les aliments. Et après, c'est d'une facilité déconcertante. C'est une habitude, en fait. Très facile. Allez-y. Pour nous, au niveau des collèges, il y a le tri déjà, et depuis 1 an, il y a une société sur la ABCDE, sur la région, qui vient rechercher tous les restes d'aliments, les déchets, et qui sont revalorisés pour transformer en biogaz. Puis on a aussi des composteurs au niveau du collège. Cédric, j'ai vu... Nous, on travaille avec les moyens du bord, on va dire, donc c'est un peu limité. Ça dépend des régions. Vous avez des régions où vous pouvez faire du compost, d'autres endroits où vous n'en avez pas. Donc nous, on n'a pas sur la région de Lancaster, on n'a pas trop cet accès-là. À part si on a une maison où on peut le faire nous-mêmes et on se le fait en solo, mais dans la grande distribution, c'est vraiment limité à quelques endroits et quelques accès. Après, on fait tout le reste dans tout le recyclage à 100%. Et après, c'est consciencieux, comme je disais, de chaque citoyen et de chaque professionnel. Mais c'est encore limité. Donc, on aimerait on en parle souvent avec plusieurs associations. On aimerait que ça se développe avec les villes. Et même plus haut, mais c'est un peu compliqué. À Nancy, on a vu depuis quelques mois, vous me corrigerez, mais fleurir aussi des containers pour les déchets alimentaires, pour alimenter des bacs à compost. C'est des choses qui sont plutôt bien appréciées et accueillies, j'imagine. Oui, tout à fait. À Nancy, il faut qu'on soit prêt, de toute façon. Je pense que tout le monde doit l'être aujourd'hui. Au sein des écoles, effectivement, on trie, on a des composts, on trie. À la cuisine centrale également. Toujours la même chose, on éduque aussi les enfants à ne pas trop se servir, à éviter le gaspillage alimentaire, parce que le meilleur déchet, c'est quand même celui qu'on ne créera pas. Et donc manger à sa faim, c'est important aussi. Et puis, effectivement, en tant que puissance publique, en tant que collectivité, on est là, contrairement à d'autres pays aussi, mais on aide à faciliter ce tri des déchets, faciliter le compost. Et voilà, on propose aux gens qui ne peuvent pas avoir de composteur chez eux, et de sortir de chez eux et puis de mettre. Donc on met à disposition effectivement ça. C'est bien accueilli et ça fonctionne bien, ouais. Très bien. Je voulais peut-être aussi qu'on donne la parole à Philippe Tixier qui réalise les audits pour le WFR à l'international. Peut-être un mot aussi sur ces sujets-là, sur la place aussi de l'environnement, les modifications et de quelle manière vous avez pu observer des adaptations à l'international. Oui, avec plaisir. Je vais peut-être me mettre devant. Oui, tout à fait. Il y a 2 choses de toute façon qui sont très importantes. C'est que ces évolutions, elles sont présentes. Donc soit on les subit, soit on est acteur. Et une des grosses marques de différence des maîtres restaurateurs, en tout cas des restaurateurs que j'ai vus à l'étranger, c'est qu'ils ont pris le problème à bras-le-corps. Ils ont pris le problème à bras-le-corps pour déjà réfléchir à la place de la protéine animale dans les assiettes. C'est un vrai sujet. Il y a 30 ans, on était sur un rapport d'1 tiers, 2 tiers. 2 tiers de protéines végétales, 1 tiers de protéines animales. Depuis les années 90, on a basculé. On a basculé sur 2 tiers de protéines animales et 1 tiers de protéines végétales. Et puis, on se sont posé la question aussi des quantités. On parle de cuisine généreuse, mais c'est quoi une cuisine généreuse? Est-ce que c'est une cuisine où on a beaucoup de choses dedans ou c'est une cuisine où on découvre beaucoup de choses? C'est la vraie question. Cette cuisine généreuse, elle doit se réfléchir et il ne faut jamais oublier qu'on a des parents et des grands-parents qui ont vécu la guerre, qui ont vécu le besoin, qui ont vécu le manque. Moi, on m'a appris à reprendre. Parce que si tu ne reprends pas, c'est que tu n'as pas bien mangé. Mais ce n'est pas ça, bien manger, en fait. C'est manger suffisamment, mais ça s'éduque. Je veux dire, est-ce qu'on a besoin, on prenait l'exemple des kebabs tout à l'heure, est-ce qu'on a besoin d'un maxi kebab avec double frite? Je ne dis pas qu'il ne faut pas en avoir de temps en temps, on peut pas se... Mais le palais, il s'éduque, et le palais, il s'éduque aussi sur les quantités, et sur tout ce qu'on ne va pas acheter.
Et sur tout ce qu'on va pas acheter, c'est important. Et là, j'ai eu des... je vais prendre l'exemple de Camille, parce que c'est un sujet aussi qui est important. J'ai beaucoup aimé... Alors, pardon, hein, j'ai beaucoup aimé travailler avec tout le monde, hein, et j'ai appris avec beaucoup d'entre vous, le jardin, le choix des producteurs locaux, le fait aussi d'aller choisir des produits qui sont vraiment typiques de la cuisine asiatique et vietnamienne pour les intégrer, et puis pour prendre le meilleur de ces produits-là. Mais par exemple, le travail de Camille, elle va jusqu'à réutiliser, je ne vais pas dire recycler parce que c'est vraiment pas le mot, mais réutiliser l'ensemble des produits pour l'aide alimentaire et pour aider les orphelins sur Kinshasa, pour justement apporter cette nourriture-là. C'est quand même mieux que de la mettre à la poubelle. Il y a 30 à 40% de la nourriture qui est produite dans le monde qui ne voit jamais nos estomacs. Par contre, on a utilisé 500 litres d'eau pour produire 1 kilo de viande. C'est quand même aberrant. Et donc du coup, pour conclure, et c'est vrai que de toute façon, on va avoir une augmentation des températures. En ce moment, vous avez l'INRA qui est en train de se dire, aujourd'hui, si on ne travaille pas sur les espèces, on n'aura plus de vergers autour de Perpignan dans 10 ans. C'est la réalité. Ben, qu'est-ce qu'on fait par rapport à ça? Est-ce qu'on adapte? Est-ce qu'on essaye d'aller trouver des solutions? Et ces solutions, elles existent, et il y en a plein d'entre vous qui les ont mis en place, ces solutions. Et donc c'est important. Je voudrais pas finir sur une note pessimiste. Bien sûr, il va y avoir de nouveaux risques, il va y avoir de nouveaux dangers qui vont arriver avec des céréales et des productions avec des céréales qui vont être touchées par des champignons qui vont produire des toxines qu'on ne voyait pas parce qu'on voyait que dans les pays tropicaux. Maintenant, on commence à en avoir en France. On a eu, je crois que le premier cas l'année dernière d'aflatoxine sur du blé. Ça ne s'était jamais vu, en fait. Mais je ne voudrais pas finir par cette note-là, parce que je vais finir plutôt sur une note positive. Les solutions, ils ont tous trouvé des solutions. Tous les maîtres restaurateurs qu'on a vus, en tout cas tous ceux que moi j'ai eu l'occasion de fréquenter à l'international, ont trouvé des solutions pour être moteurs là-dedans et pour avoir la juste place de l'aliment. En clair, c'est le bon produit, bien travaillé, en bonne quantité. Parfait. Merci beaucoup. On peut les applaudir, en effet. Merci à nos intervenants. Merci à l'autre première partie aussi des intervenants. So then I'm blowing up my phone.